Depuis le début de l'année 2025, les États-Unis ont exécuté pas moins de 25 personnes. L'État qui a exécuté le plus de personnes en 2025, donc de janvier à juillet, au moment où je filme cette vidéo, est la Floride avec un total de 7 personnes. Et pourtant, elle reste bien loin derrière le Texas qui, depuis 1977, a exécuté 595 prisonniers, soit 12,39 exécutions par année. Depuis 1970, plus de 8700 personnes ont été condamnées à mort, dont 1560 de ces prisonniers ont été exécutés à ce jour. Présentement, il y a environ 2300 prisonniers dans le couloir de la mort aux États-Unis. Cette semaine, je me suis intéressée à la condamnation à mort et à l'exécution des prisonniers qui sont aux États-Unis. Plusieurs questions me sont venues en tête, notamment pourquoi tant de condamnations à mort et si peu d'exécutions? Y a-t-il autant d'erreurs judiciaires qu'on le pense? Et si les condamnations à mort étaient transformées en prison à vie, est-ce réellement nous, les contribuables, qui paient? Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'affaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que la mise à mort la plus utilisée aujourd'hui aux États-Unis est bel et bien l'injection létale. Bien que la chaise électrique et la pendaison restent utilisées, mais dans de rares cas. La première fois que cette méthode d'exécution a été utilisée, c'est à Huntsville, au Texas, soit le 7 décembre 1982, contre Charles Brooke Jr. Il faut savoir également que les États-Unis sont suivis de près par la Chine, qui, eux, ont adopté l'injection létale en 1997. Pourquoi l'injection létale est-elle de plus en plus utilisée et reste la méthode la plus utilisée à ce jour dans de nombreux pays? Tout simplement parce qu'elle reste la plus douce et la plus humaine. Et bien évidemment, comme vous en ce moment qui écoutez cette vidéo, je me suis posé la question, elle reste douce et humaine pour qui? Est-ce vraiment cette douceur qu'on recherche lorsqu'on met à mort un homme qui a été condamné pour meurtre, pour viol, pour agression? Eh ben non. La réponse est qu'on veut que cette exécution-là soit douce et humaine pour ceux qui regarderont cette exécution. Car le prisonnier qui se trouve assis, voire couché sur ce lit, qui est ligoté aux poignets et aux chevilles, a une famille, a des parents, a des amis, un père, une mère. Il y a aussi les familles des victimes qui vont regarder cette exécution. Et c'est pour cette raison qu'on veut que l'exécution des prisonniers reste douce et humaine. Comment fonctionne véritablement l'injection létale? L'injection létale considère donc d'installer 2 cathéters sur le bras du prisonnier. Une série de 3 injections sont nécessaires pour exécuter le prisonnier. Les injections seront donc transmises dans le premier cathéter. Le rôle du deuxième cathéter est simplement en cas où le premier cathéter ne fonctionnerait pas ou que la veine qui a été utilisée dans le premier cathéter explose ou ne fonctionne pas. Il y aura donc le deuxième cathéter qui va servir de au cas où. La première injection qu'on va insérer dans le bras du prisonnier est donc du barbiturique, du thiopental ou du pentobarbital qui est utilisé pour anesthésier le condamné. Cette dose est censée provoquer l'inconscience chez le prisonnier. La deuxième injection est donc du curare qui va être destiné à paralyser les muscles. La troisième injection va donc être le chlorure de potassium, c'est ce qui va provoquer l'arrêt cardiaque. Et entre chaque injection, il y a une solution saline qui va être injectée pour ainsi éviter le mélange des 3 injections qu'il va y avoir. Lorsque chaque injection est bien dosée, l'exécution par injection létale fonctionne en quelques minutes seulement. Et donc, elle va arriver
à environ après 7 minutes. Tout va commencer à se compliquer aux États-Unis à partir de 2009, lorsque beaucoup d'États vont abandonner le protocole des 3 injections pour en utiliser qu'une, soit l'anesthésiant à dose létale. Parce que jusque-là, c'était donc la firme Hospira qui était la seule à fabriquer le thiopental sodique, mais à la fin 2010, celle-ci va tomber en rupture de stock, puis va décider finalement d'abandonner la production de thiopental. Ce qui va donc empêcher certains États d'exécuter leurs prisonniers et donc ce qui va les forcer à abolir 3 doses pour ainsi essayer de se virer de bord et de trouver une autre méthode d'injection létale. Il y a également l'Union européenne qui va s'ajouter à ce problème-là de cette firme-là qui, en 2011, vont interdire l'exportation des produits utilisés pour les injections létales. L'Union européenne ne va pas interdire d'utiliser ces produits, mais va plutôt interdire l'exportation de ces produits vers les États-Unis. Et pourquoi l'Union européenne va interdire l'exportation de ces produits? Eh bien parce que cette méthode va donc à l'encontre des valeurs européennes qui ne veut pas être complice des exécutions. On peut donc dire que l'Union européenne est donc contre la peine de mort. Cette décision en 2011 par l'Union européenne va entraîner des circonstances et même des décisions assez dangereuses, notamment l'utilisation de divers produits de substitution qui seront utilisés et fournis par des laboratoires non spécialisés, ce qui conduira à certaines exécutions qui aboutiront en bavure. Donc des exécutions qui seront inhumaines, douloureuses et extrêmement longues. Donc avec les informations que je vous ai fournies, l'injection létale dure environ 7 minutes. On va parler maintenant de Joseph Rudolph Rood, qui a été exécuté pour meurtre le 23 juillet 2014 en Arizona. Son exécution a duré pas moins de 2 heures. Il avait été reconnu coupable de meurtre de son ex-petite amie qui s'appelait Deborah Dietz, qui avait 29 ans, ainsi que de son père à elle, qui s'appelait Eugène Dietz, qui avait 55 ans, le 7 août 1989. Joseph a eu des spasmes pendant 1h40, des reniflements, il haletait également constamment pendant 1h40. Par ailleurs, l'Arizona a confectionné eux-mêmes leur propre drogue par des pharmaciens non homologues. Ce qui veut dire que l'État d'Arizona a trouvé une firme pharmaceutique qui a concocté une dose de drogue mortelle, mais puisque cette dose-là n'a pas été approuvée, n'a pas été vérifiée, eh bien ça a donné une exécution de 2 heures qui a non seulement fait souffrir le prisonnier, mais qu'en plus a heurté la sensibilité de ceux qui regardaient cette exécution, dans sa famille à lui. Et il faut savoir que lorsqu'il y a une injection létale qui se produit, la plupart du temps, il va y avoir la famille des victimes, la famille du condamné, des journalistes, des procureurs, des avocats, des juges. Donc il y avait énormément de personnes et la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes lors d'une exécution. Et là, en 2024, il y a une grande nouvelle qui va circuler partout, jusqu'en Europe. En 2024, la première exécution à l'époxy à l'azote. Alarmed by the imminent execution in the United States of America of Kenneth Eugene Smith through the use of a novel and untested method, suffocation by nitrogen gas. This could amount to torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment under international human rights law. Nitrogen gas has never been used in the United States to execute human beings. The American Veterinary Medical Association recommends giving even large animals a sedative when being euthanized in this manner, while Alabama's protocol for execution by nitrogen asphyxiation makes no provision for sedation of human beings prior to execution. The protocol also refers to the odorless and colorless gas being administered for up to 15 minutes.
Smith has also advanced with expert evidence that such an execution by gas asphyxiation in his case results in particular pain and suffering. C'est donc en 2024 que l'Alabama s'est jeté dans le fleuve et a décidé d'exécuter 3 condamnés à mort par hypoxie à l'azote. On a le 25 janvier 2024 Kenneth Eugene Smith qui a été exécuté par ce procédé. Le 26 septembre 2024, Alan Eugene Miller qui a également été exécuté par cette méthode. Et on a le 21 novembre 2024, Kerry Dale Grayson, qui a lui aussi été exécuté par l'hypoxie à l'azote. Mais qu'est-ce que l'hypoxie à l'azote? Pour l'injection létale, on attache le prisonnier à des sangles sur un lit ou un fauteuil et on lui met un masque sur le nez et la bouche. Donc, pour empêcher que l'air se propage dans le masque, on va le sceller sur son visage. En fait, ce masque-là va ne laisser que l'azote qui va entrer par le nez et par la bouche. L'azote va donc priver le corps, donc également le sang d'oxygène et la personne va donc devenir inconsciente et elle va décéder. On sait qu'avec l'hypoxie à l'azote, l'inconscience va arriver entre 8 et 10 secondes et le condamné va décéder les minutes qui suivent. Donc, cette exécution-là est encore plus courte que l'injection létale. Et si par contre la personne ne décède pas dans les minutes qui suivent, l'azote va continuer d'être inhalé pendant 5 minutes et si la personne n'est toujours pas morte, eh bien l'azote va continuer d'être relâché les 10 minutes suivantes. On sait que l'ONU s'est proclamée être contre cette technique-là, cette technique qui est d'ailleurs légale depuis 2018 aux États-Unis, mais qui a seulement été utilisée depuis 2024, donc l'année dernière. Pourquoi l'ONU est contre cette technique-là? Ben, c'est tout simple. Il n'y a personne qui a jamais été exécuté de cette façon. On manque de tests, on manque de recherche sur cette affaire. Et pourtant, c'est donc en 2024 que l'Arizona va utiliser pour la première fois l'hypoxie à l'azote. Encore aujourd'hui, cette méthode, elle est très controversée. Il y a des pour, il y a des contre. Mais à ce qu'on sache, lorsque un condamné va être hypoxié à l'azote, ben les symptômes qu'il va ressentir, c'est un symptôme d'étouffement, comme s'il était prisonnier de ses propres poumons. Et en fait, il va tout simplement mourir de suffocation. Je me suis également renseignée sur le dernier jour de vie des condamnés à mort. Qu'est-ce qui se passe et quelle est la routine des condamnés à mort? Lorsqu'on parle de l'injection létale, on sait que 24 heures avant son exécution, le prisonnier va recevoir des tests médicaux qu'il va falloir qu'il remplisse pour être certain que son corps soit apte à recevoir les 3 injections qui forment l'injection létale. Le personnel médical doit trouver des veines assez solides pour être en mesure d'accepter les perfusions, pas comme Rummel Broom, qui en 1984 condamné à mort pour viol, enlèvement et meurtre d'une adolescente. Sa date d'exécution était fixée au 15 septembre 2009, mais le personnel n'arrivait pas à trouver aucune veine qui était viable et qui était correcte pour accepter l'injection létale. Après 2 heures, la condamnation a finalement été annulée pour être reportée. En 2020, on sait que Broom devait repasser devant un juge pour fixer une nouvelle date de condamnation. Et il a attrapé la COVID et est donc décédé du COVID sans jamais avoir été exécuté. On sait également que le condamné doit prévoir ses funérailles, donc qu'est-ce qu'on fait de sa dépouille, est-ce que on fait une cérémonie, est-ce que ses cendres sont remises à quelqu'un de sa famille. Il peut également prévoir un dernier repas particulier où rien ne lui sera refusé, mis à part les restaurants. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le prisonnier peut demander ce qu'il veut comme dernier repas, mais il faut que ce soit fait, donc cuisiné dans l'enceinte de la prison. Donc, il peut pas commander un McDo, il ne peut pas commander du PFK non plus. Il faut que les cuisiniers aient en main ce que le prisonnier a demandé. Le prisonnier, 24 heures avant, donc la journée avant son exécution, il va recevoir une avant-dernière visite de sa famille où il pourra leur parler de ses funérailles et discuter avec eux. Cette visite-là va durer 3 heures maximum. On sait que le jour de l'exécution, le prisonnier est réveillé à 6h30 tapant. Il a donc le droit de déjeuner, de se laver, de se raser,
de se peigner les cheveux et de s'habiller. Il peut également recevoir les dernières bénédictions d'un aumônier qui va venir à sa cellule et il a droit à une dernière visite derrière la vitre par contre, donc aucune visite n'est autorisée physique. 15 minutes avant son exécution, il y a un gardien qui va lui lire l'ordre de la Cour suprême pendant que le prisonnier est installé et préparé sur le lit ou encore le fauteuil d'exécution. Pendant ce temps, les proches sont emmenés dans la salle et s'assoient pour regarder l'exécution s'ils le souhaitent. Il y a également là où les familles des victimes qui sont invitées, les journalistes, les juges ou encore les avocats qui peuvent participer, qui peuvent regarder plutôt l'exécution. Quelques minutes avant la première injection, le condamné aura droit de dire ses dernières paroles s'il le souhaite. Puis par la suite, l'injection létale va commencer. Il y aura la première injection, ensuite l'injection saline, la deuxième injection, l'injection saline, la troisième injection. Et le condamné sera donc déclaré mort environ 7 minutes après la première injection. Une des raisons qui fait que je suis contre la peine de mort, et c'est pas un débat ici que je veux lancer, on a chacun nos opinions à ça, on a le droit. On a le droit de juger, on a le droit d'avoir des valeurs différentes. Je suis contre la peine de mort et je me suis notamment renseignée sur le nombre de condamnés à mort qui étaient finalement innocents. Et j'ai également su dans mes recherches qu'il est très rare qu'un condamné à mort va être exonéré après son exécution, mais on sait que c'est déjà arrivé. Alors ici, je vais vous parler de quelques histoires de condamnés à mort qui étaient finalement innocents. Nous sommes le soir du 4 février 1989 à Corpus Christi au Texas, alors que Wanda Lopez, qui a 24 ans, fait un appel au 911 pour signaler qu'un homme suspect rôde autour du dépanneur où elle travaille avant de subitement raccrocher. Un homme qui passait par là, Kevin Baker, arrive au dépanneur au moment où il voit un homme en train d'agripper les cheveux de Wanda. L'homme vit Kevin et sortit du magasin en courant. Et selon Kevin, il sortait et courait vers le nord. Kevin vit Wanda sortir du magasin immaculée de sang. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises. George Aguirre a aussi vu un homme rôdant à côté du magasin avec un pantalon bleu. L'homme buvait de la bière et jouait avec un couteau. Aguirre a eu peur et s'est donc enfui sans jamais appeler la police ou prévenir Wanda. Dans la même soirée, Carlos De Luna marchait dans le quartier au moment où la police l'a aperçu et l'a interpellé. On sait que la police ne s'est penchée que sur les dires de Kevin Baker qui a identifié Carlos De Luna comme étant celui qui l'a vu en train d'agripper Wanda par les cheveux et la poignarder. Finalement, Carlos De Luna a été accusé de meurtre et a été emmené en procès. Pendant son procès, Carlos va toujours nier avoir agrippé les cheveux de Wanda ou encore l'avoir poignardé. Il n'a même pas été au dépanneur cette soirée-là. Il va pourtant dire que durant la soirée, il était dans un bar avec un homme du nom de Carlos Hernandez, qui était un ami, et que pendant la soirée, Carlos est disparu du bar et lorsque Carlos De Luna s'est rendu compte que son ami était pas revenu, ben il a donc décidé de marcher dans les rues pour essayer de le retrouver. On sait que Carlos Hernandez ressemblait beaucoup à Carlos De Luna, ce qui a sûrement fait en sorte que Kevin Baker s'est trompé entre les deux. Malgré tout, c'est le 7 décembre 1989 que Carlos De Luna va être exécuté par injection létale pour le meurtre de Wanda, qui avait 24 ans au moment de son meurtre. Le dossier a été clos jusqu'en mai 2012, où le Columbia Human Rights Law Review va publier un rapport approfondi sur l'enquête, s'appuyant sur 6 ans de recherche par le professeur de droit James Liebman, ainsi que 12 de ses étudiants en droit à New York. Qu'est-ce que cette recherche va nous apprendre? L'équipe a donc interrogé 100 témoins et examiné 900 fichiers qui faisaient partie du dossier de Carlos De Luna. Carlos De Luna n'a pas été exonéré par la cour, car comme je l'ai dit au début de la vidéo, il est rare qu'un prisonnier qui est déjà décédé par injection létale ou par condamnation à mort va être exonéré. Mais par contre, on sait que la Cour suprême va mentionner qu'il est possible que Carlos De Luna ne soit pas réellement le vrai coupable, mais que ce soit plutôt Carlos Hernandez. Et de plus, on sait que le professeur a
interviewé des membres de la famille de Carlos de Luna et de Carlos Hernandez, mais également de la famille de la victime. Et des proches de Carlos Hernandez ont affirmé que cet homme s'était déjà vanté qu'il avait tué et que c'était un homme qui avait été condamné à mort à sa place. Nous sommes le 3 octobre 1930. C'était vers la fin de l'après-midi et on est en Pennsylvanie, alors que Fred Robaré rentre du travail. Sa femme doit déjà être là et il se met donc à l'appeler. Et pourtant, elle ne répond pas. Fred va faire le tour de la maison et va finalement ouvrir la porte de la chambre conjugale pour tomber sur une scène d'horreur. Il retrouve sa femme qui est étendue sur le lit conjugal. Elle ne bouge pas. Le matelas, le drap et l'oreiller ainsi que les murs sont recouverts de sang. Lors de l'autopsie, le médecin légiste va révéler que sa femme, qui s'appelle Vida Robaré, a été poignardée 35 fois. Elle a eu le crâne fracturé et 2 de ses côtes ont été cassées. Les policiers vont donc commencer leur enquête dans la maison des Robaré. Et il y a une trace de main ensanglantée qui va être retrouvée sur la porte de la chambre conjugale. Le médecin légiste va également conclure que Vida Robaré aurait sans doute été poignardée avec un pic à glace et battue avec un objet contondant. Après enquête, les preuves vont mener vers un jeune homme de 16 ans du nom de Alexander Mickley Williams. C'était un garçon qui fréquentait l'école où Vida Robaré travaillait. Il faut savoir que Vida était une enseignante. Les policiers vont donc emmener Alexander au poste. Et au poste, Alexander va tout avouer. Et donc, on sait que Alexander va être inculpé pour meurtre. L'avocat de Alexander était William Ridley, le premier homme noir admis au barreau dans le Delaware. Le jury, que des blancs. Après le procès, on sait que le jury va délibérer pendant 4 heures et par la suite, Alexander va être reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine de mort. Alexander n'avait que 16 ans. C'est donc en 1930 que Alexander devient le plus jeune condamné à mort exécuté en Pennsylvanie. C'est donc le 8 juin 1931 que Williams est exécuté sur la chaise électrique, toujours en Pennsylvanie. Le dossier va rester clos jusqu'en 2015, tandis que le Dr Samuel Lemons, qui est un professeur d'université, ainsi que l'arrière-petit-fils de l'avocat d'Alexander en 1930, donc William Ridley, vont ouvrir le dossier et faire des recherches. Et ils vont donc en conclure que Alexander n'était en aucun cas susceptible d'être le coupable et que le coupable était beaucoup plus susceptible d'être Fred, donc le mari de Vida. Ils vont donc se mettre à faire des recherches sur Fred, des choses qui n'avaient pas été dites lors du procès puisque ce n'était pas le procès de Fred mais le procès d'Alexander. On sait que quelques temps avant son meurtre, Vida avait obtenu le divorce car elle était victime extrême de violence conjugale par Fred. Et elle a également obtenu le divorce pour, et je cite, cruauté extrême et comportement abusif. On sait également que Fred est donc la dernière personne à avoir vu sa femme vivante, ce qui vient donc soupçonner encore plus le coupable du meurtre. Et si on se fie au nombre de couteaux que Vida a eu, 35, c'est clairement de nature sentimentale. Et d'ailleurs, le docteur Samuel a réussi à avoir les dossiers des policiers. Et donc, on s'est rendu compte que l'interview entre les policiers et Alexander avait été transcrite et donc ils se sont rendus compte que oui, effectivement, Alexander avait bel et bien avoué, mais après que les policiers lui aient promis de ne pas être condamné à mort. D'ailleurs, lorsque Alexander a été emmené au poste de police, Alexander n'avait pas de sang sur lui, aucune tache, aucune trace même de violence. C'est donc le 13 juin 2022 que le juge Kevin Kelly de la Pennsylvanie a organisé une audience. Il accorde donc une motion visant à annuler la condamnation et la condamnation à mort d'Alexander. Alexander a donc droit à un nouveau procès car le premier faisait suite à de nombreuses violations fondamentales de la procédure régulière. Bien que Alexander soit décédé il y a 91 ans, au moment du deuxième procès. Et finalement,
C'est donc en 2022 que Alexander a été disculpé du meurtre de Vida Robaré en 1930. Parlons maintenant un peu de comment ça se passe dans les prisons. Qui paie pour les prisonniers? Est-ce réellement nous, la société, qui travaillons fort chaque jour et qu'une partie de notre salaire est retirée dans les impôts et qu'un pourcentage de ces impôts-là sont envoyés aux prisons? Eh bien, la réponse est non. Au Québec, du moins, c'est non. Ce n'est pas les citoyens qui paient les prisonniers. Et là, il faut vraiment se le rentrer dans la tête. Je sais que c'est très difficile, mais j'ai été surprise moi aussi lorsque j'ai fait mes recherches et que je me suis rendu compte que, effectivement, c'est pas les citoyens qui paient pour que les prisonniers soient en vie. Et je vous explique. Ici, au Québec, on a ce qu'on appelle le Fonds de soutien à la réinsertion sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un fonds qui va amasser l'argent pour faire vivre les prisonniers, mais également lorsqu'ils sortent de prison. Et comment ça fonctionne? Ici au Québec, du moins, lorsque quelqu'un entre en prison, il doit travailler. Il n'y a rien qui est gratuit en prison. Que ce soit la cantine, que ce soit une nouvelle tête d'oreiller, un matelas, des draps, des vêtements, il doit payer. S'il veut avoir un Pepsi dans une machine à Pepsi, il faut qu'il le paie. Et comment il obtient cet argent-là? Il doit travailler. Donc, il y a des ateliers qui sont offerts pour les prisonniers. Donc, ça peut être la couture, ça peut être pour des uniformes en soins de santé ou autres. Ils vont être rémunérés. Et il faut savoir également que il va y avoir un pourcentage sur le salaire de chacun des prisonniers qui va être prélevé. Et il me semble, si je ne me trompe pas, je regarde ici mes notes, je pense que c'est 40% qui est prélevé sur le salaire des prisonniers qui va être envoyé dans ce fonds de soutien-là pour que par la suite, lorsque le prisonnier sorte, il puisse avoir un fonds de soutien, même avec des travailleurs sociaux qui vont être payés et tout ça. Il y a également, lorsque la famille envoie l'argent au prisonnier, ce prisonnier-là reçoit l'argent et il peut se payer des choses, donc de la nourriture, des vêtements, etc. Ça peut même être des passe-temps, des jeux de société, peu importe. Et donc, c'est vraiment la famille des prisonniers qui vont payer lorsqu'ils leur envoient de l'argent de poche. Lorsqu'on reçoit l'appel d'un prisonnier, au début de l'appel, ça dit toujours les frais seront accordés à nous. Donc, si on accepte, on pèse sur 1. Si on pèse sur 1, ça veut dire qu'on accepte de payer les frais du téléphone qu'on va recevoir venant de la prison. Et donc, cet argent-là va également être envoyé dans le fonds de soutien. C'est ce qui va faire le roulement des prisons. Et donc, c'est pas nous qui payons, c'est ce fonds de soutien-là. Et également, lorsque on va visiter quelqu'un en prison, on s'achète quelque chose dans les machines ou encore à la cantine, l'argent-là, elle est prélevée et elle est envoyée au fonds de soutien. Et là, par la suite, lorsque le prisonnier va travailler, il va être payé tant de l'heure, le fonds de soutien va lui envoyer sa paye en gardant un pourcentage qui va rester dans le fonds de soutien. Ça va donc être un roulement comme ça. Donc, pour répondre à la question, non, ce n'est pas les citoyens québécois qui paient les prisonniers qui se trouvent dans les prisons du Québec, mais bien le fonds de soutien à la réinsertion sociale. Voilà. Et donc, je pense que j'ai fait le tour du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Je trouvais ça important. Puis, c'est vraiment une nouvelle qui m'a vraiment donné envie de parler de ce sujet-là. C'est la condamnation, donc l'exécution à l'azote. Je suis tombée là-dessus sur Internet, puis ça m'avait vraiment accrochée. J'ai tenté de regarder plusieurs vidéos ou encore de lire plusieurs articles qui parlaient de cette affaire-là et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu sur ma chaîne il y a, je pense, dans les débuts, il y a quelques années, là, dans les débuts. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de faire vraiment comme un update un peu les peines de mort en 2025. Donc, avec les chiffres et tout, un peu plus recherché, un peu plus poussé, mais également avec des exemples. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont là chaque semaine, ceux qui écoutent mes vidéos chaque semaine. Merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié. Ça me donne le goût d'en faire encore plus.
Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je prends tout en note. J'ai déjà une bonne liste là, de choses, de sujets que je veux parler. Il y a également des gens qui vont carrément venir m'écrire directement sur Facebook, Messenger. Vous pouvez le faire également, ça me fait plaisir. Je réponds à tous les messages. Et je réponds également à tous les messages sur YouTube aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce peut-être 30 minutes avec moi. Et sinon, je vous libère. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!